aux États-Unis. Après avoir longtemps tergiversé, Nancy Pelosi saute le pas. La présidente des démocrates à la Chambre des représentants a décidé d'activer la procédure de destitution, le fameux impeachment à l'encontre de Donald Trump. C'est l'affaire ukrainienne qui lui donnera finalement l'occasion de franchir le Rubicon. C'est une blague, une destitution pour ça? Une blague, peut-être pas, car la procédure de destitution lancée par les démocrates à l'encontre de Donald Trump est on ne peut plus sérieuse. À l'origine, il lui est reproché d'avoir fait pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour nuire à son adversaire et favori du camp démocrate pour les élections de 2020, Joe Biden. Une version expurgée de la conversation téléphonique entre les deux chefs d'État a été publiée par la Maison-Blanche. Elle montre que le président américain demande à Zelensky de s'intéresser à Hunter Biden, le fils du candidat démocrate, en s'appuyant sur ses 5 années durant lesquelles il a travaillé pour une entreprise gazière ukrainienne. Donald Trump a-t-il abusé de sa position à des fins politiques? C'est désormais au Congrès de trancher. L'enquête sera menée par un comité, puis la Chambre des représentants à majorité démocrate devra voter la destitution. La dernière étape se déroulera au Sénat à la main des Républicains, où les 2/3 des représentants devront entériner l'impeachment. Une composition de la dernière Chambre qui rend une éventuelle destitution très peu probable. Cela faisait des mois que la frange la plus à gauche, d'autres diront la plus radicale des démocrates, réclamait cette procédure de destitution. Il y a eu un précédent avec l'ingérence russe. Pourquoi, Richard, aujourd'hui précisément? Pourquoi est-ce que Nancy Pelosi se saisit de l'affaire ukrainienne pour déclencher cette procédure de destitution? Bon, là, la grande différence avec ce dont vous parliez, c'est-à-dire l'ingérence russe, c'est que là, il y a des faits irréfutables. Et d'ailleurs, la Maison-Blanche a publié les extraits de cette conversation. Donald Trump, en effet, demande à un chef d'État étranger d'enquêter sur le fils de son opposant numéro 1, pourrait-on dire, puisqu'aujourd'hui, Joseph Biden est considéré comme le principal adversaire dans le camp démocrate. Donc, à partir de ce moment-là, il y a, je dirais, sans doute pour Nancy Pelosi, 2 lignes rouges qui ont été franchies. La première, c'est que Trump déclare la guerre au Parti démocrate. Parce que quand vous appelez un dirigeant étranger à la rescousse, c'est une guerre ouverte. Et ça, on comprend très bien que ce n'est pas acceptable. La deuxième chose, c'est que derrière ce coup bas-là, il y en a sans doute d'autres qui se préparent. Et donc c'est probablement une manière pour les démocrates d'engager les hostilités. Vont-ils les gagner ou pas? On voit qu'institutionnellement, c'est extrêmement difficile. On ne sait pas comment ça va évoluer. Il y a une autre difficulté, c'est que Donald Trump antagonise le pays, c'est pas nouveau. Mais cet antagonisme, jusqu'à maintenant, lui a profité. Et donc c'est très risqué pour les démocrates quand même d'aller au fond mettre maintenant de l'huile sur le feu, de permettre à Donald Trump, même si c'est faux, de se poser en victime, à nouveau en victime de l'establishment. Et là, on pourrait voir, compte tenu du tempérament de Donald Trump et de sa manière de prendre les foules à bras-le-corps, cette campagne devenir extrêmement dure, extrêmement violente, et c'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie américaine. Alors la procédure de destitution, c'est une procédure qui n'est pas simplement juridique, elle est aussi très politique, et elle va surtout, sans doute, se gagner au niveau de l'opinion. Et c'est peut-être pour cette raison que Nancy Pelosi a hésité jusqu'à présent. Les Américains, peut-être aujourd'hui, sont plus à même de comprendre les subtilités de cette nouvelle affaire. Louis Quemayou, vous pensez que dans cette bataille de l'opinion, Donald Trump pense que lui, il sera plus fort? Je crois qu'il sera plus fort, parce que sa communication ne se fait pas sur les mêmes repères que ceux des démocrates. Pour lui, la campagne va commencer beaucoup plus tôt qu'il ne le prévoyait, mais on n'est pas si loin que ça du début de la campagne. Sa fin de mandat est presque atteinte, et donc logiquement, les sénateurs et les autres membres du Congrès ne verront pas l'utilité de le renverser maintenant, vu que dans son camp, il garde quand même une assise populaire très forte. Ça, s'il y avait des désistements dans son camp, qu'on avait une majorité de 10, 20 ou 30 députés ou congressistes ou sénateurs qui se désistaient et votaient avec les démocrates, peut-être qu'il y aurait matière à réfléchir. Mais là, non seulement il garde un électorat populaire très fort, mais son camp le soutient. Et en plus, les démocrates aujourd'hui ne sont pas au meilleur de leur forme. Même si Joe Biden apparaît comme celui qui pourrait éventuellement tenir le challenge, je ne suis pas certain qu'il puisse véritablement tirer profit de cette procédure d'impeachment. Jean-Philippe Moinet, vous n'êtes pas d'accord?
Non, je pense qu'il y a des points de faiblesse qui vont se révéler chez Trump pendant cette campagne, sur lesquels les démocrates sont en train d'appuyer. Et je pense qu'effectivement, sur le plan juridique, cette procédure risque de ne pas aboutir, sachant qu'on est dans la politique. On ne sait pas encore ce que va révéler, par exemple, la publication de l'alerte lancée par un membre du renseignement et qui est à la base de cette procédure. Donc peut-être qu'il va y avoir encore des rebondissements. Oui, il y aura des rebondissements. Il y a des aspects effectivement importants concernant le monde du renseignement américain et puis le monde politique des républicains qui n'est pas toujours, c'est moins qu'on puisse dire, sur la même longueur d'onde que celui de Trump, notamment sur les sujets de politique étrangère, notamment concernant l'Est européen, notamment concernant les relations avec M. Poutine. Et là, chez les démocrates, on a vu une offensive se faire sur ce sujet, pas par hasard, parce que ça concerne l'Ukraine, et puis ça concerne aussi une forme de revanche par rapport à l'exploitation qu'a fait Donald Trump des affaires, des mails controversés d'Hillary Clinton, exploitation, surexploitation, avec peut-être des connivences que l'on sait dans les intrusions russes dans la campagne américaine, qui sont certifiées, celles-ci, ces intrusions, en tout cas ces participations à la campagne de déstabilisation d'Hillary Clinton. Et donc, on voit que les démocrates veulent leur revanche et ils l'auront peut-être. Moi, je pense qu'il y aura des faiblesses de Trump qui est en train d'ailleurs de devoir évoluer, par exemple, sur des points faibles qui étaient son climato-scepticisme. L'opinion américaine, à droite compris, chez les entrepreneurs américains compris, souhaite que la lutte contre le réchauffement climatique soit plus importante. Et on voit Donald Trump sur la défensive, finalement, avec cette offensive sur l'Ukraine, mais sur d'autres sujets pendant le début de cette campagne. Donc je ne suis pas sûr que Donald Trump, contrairement à ce qui a été dit, soit gagnant sur tous les points parce qu'il a clivé et parce qu'il est populiste. Je pense que les populismes, à un moment donné, ont leurs limites et ça se voit. Et peut-être, Richard, que ce sera l'occasion aussi pour certains autres prétendants du côté républicain. Je pense à Mitt Romney, par exemple, qui, lui, a été l'un des rares, peut-être, durant ces révélations, à dire « Ah, là, je suis profondément troublé par ce que je lis et ce que j'entends. Est-ce que ça pourrait pas servir, au fond, les desseins de certains dans son propre camp? » Ça peut, bien sûr, mais franchement, imaginer un autre candidat que Donald Trump au nom du Parti républicain, ça me paraît très improbable à ce stade. Il est le président sortant et de ce fait, il a les meilleures armes, sauf si, bien sûr, l'impeachment devait aboutir. Par contre, ça risque de provoquer quand même quelque chose chez les démocrates, ne l'oublions pas. C'est que Biden se retrouve tout de même fragilisé, parce que son nom est répété en boucle. Il va devoir s'expliquer. Évidemment, non seulement il va devoir s'expliquer, mais vous savez, aujourd'hui, on est dans une espèce de société du battement de tambour permanent. Et aujourd'hui, le battement de tambour, c'est Biden faisait quelque chose de pas net en Ukraine. La famille Biden. Oui. Au deuxième degré, ça l'intronise face à Trump. Oui, mais je ne suis pas si sûr que cette intronisation-là soit la meilleure. Il y a une autre candidate qui est en train d'émerger très fort, Elizabeth Warren, et c'est peut-être à elle que ça pourrait profiter. Oui, Elizabeth Warren, d'ailleurs, qui, pour la première fois dans les sondages, dépasse Joe Biden en termes d'intention de vote pour l'investiture chez les démocrates. Et puis alors, vraiment, on sent que Donald Trump veut profiter au maximum de cette affaire. D'ailleurs, son équipe de campagne a été très fine là-dessus, puisque tout de suite, il y a eu une campagne de levée de fonds. Attention, nous sommes en danger, nous avons besoin de votre soutien. Et le soutien, il est sonnant et trébuchant. En 24 heures, les républicains ont réussi à lever 5 millions de dollars. Et ça, les démocrates ne l'avaient pas anticipé. Louis, vous pensez que, encore une fois, il y a de ce point de vue de manipulation ou en tout cas de stratégie, Donald Trump, malgré tout, il garde une avance? Je crois qu'il garde une avance, c'est que le simple fait que jusqu'à présent, il n'ait jamais perdu son socle électoral montre déjà qu'il est très solide. En intention de vote, vous parlez? Il a perdu une élection intermédiaire. Non, je veux dire, sur sa personne. Là, on parle des élections par rapport au parti. Mais sur sa personne, jusqu'à présent, il n'a pas perdu son socle électoral. Et ça, c'est un signal très fort. La deuxième chose, c'est que non seulement il communique de façon très généreuse dans les médias, mais il est lui-même son propre média en termes de communication. D'ailleurs, il a demandé la déclassification assez rapidement. C'est bien qu'il espérait en tirer profit. Inversement, on peut dire que cet appel au fonds financier est une marque de fébrilité, parce que s'il était si sûr de lui pour être le président qui s'impose naturellement pour une réélection, est-ce qu'il aurait besoin de mobiliser d'un seul coup des fonds? Donc moi je pense qu'il y a quand même une fébrilité aussi du côté des soutiens de Trump, qui sont encore une fois ces soutiens de Trump
backup existe, il y a ce socle dans les intentions de vote, mais il faut se méfier des intentions un an avant une élection. Et d'ailleurs, il a fait campagne sur le thème les sondages sont trompés en 2016 et vous voyez j'étais vainqueur contre les sondages, donc ça peut se retourner tout ça. Et n'oublions pas une chose, c'est que les Américains étaient majoritaires dans le pays pour voter contre Donald Trump, y compris il y a 4 ans. Donc est-ce qu'ils seraient moins nombreux aujourd'hui? Ce n'est pas sûr. Et puis, perdre une bataille comme celle-là pour les démocrates sera vraiment très mauvais signe. Parce que sur la Russie, déjà, ils n'ont pas gagné. S'ils perdent sur l'Ukraine également, je pense qu'ils vont rebooster sa cote et on pourrait retomber dans un phénomène comme celui de Bill Clinton, où malgré toutes les affaires qu'il avait, notamment Lewinsky, il a pu se faire élire. Donc, je pense que c'est très dangereux de partir sur ce genre de piste parce que plusieurs défaites accumulées ne font pas une victoire. Pardon. Richard, d'ailleurs, Nancy Pelosi, elle a assisté, elle était aux premières loges lorsque justement il y a eu toute cette affaire de destitution autour de Bill Clinton avec l'affaire Lewinsky. Donc elle sait très bien que ça peut se retourner véritablement contre son propre camp, mais elle n'avait pas le choix. C'était presque l'inaction aurait été tout aussi impardonnable de la part de l'électorat démocrate. Sans doute, mais également parce que là, elle est sur une ligne de crête extrêmement importante qui est, utilisons le mot, quelque part la trahison, puisque vous appelez, encore une fois, un chef d'État étranger à intervenir dans vos affaires politiques. Donc c'est très fort. Donc là, je pense qu'il y a l'espoir vraiment chez les démocrates que ça marque l'opinion américaine sur le thème « Ce président, l'homme qui est aujourd'hui à la Maison-Blanche, est capable de tout », y compris de livrer notre destin démocratique à une puissance étrangère. Par contre, il y a un grand talon d'Achille, c'est que l'Ukraine est un pays qui, vu des États-Unis, apparaît comme en total, je dirais, éclatement, marginal, un pays pas sérieux, pas crédible. Et donc, ce serait complètement différent, vous l'imaginez bien, si c'est à M. Xi Jinping, le Chinois, ou Vladimir Poutine que Donald Trump avait demandé de l'aide. Parce qu'alors là, ce serait du très lourd. Demander de l'aide à un ancien acteur de télévision devenu président ukrainien, je ne suis pas sûr que pour l'Américain moyen, ce soit perçu comme un fait de si haute gravité. Ceci dit, il n'a pas demandé de l'aide à M. Poutine, mais on sait les proximités personnelles qu'il a avec le président russe, notamment cet épisode surréaliste qui va être rappelé pendant toute la campagne, à savoir sur le territoire russe, où M. Trump a quand même désavoué, et 24 heures après, il a démenti avoir désavoué, mais ses propres services de renseignement concernant les intrusions russes, où il a dit non, monsieur Poutine, vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème, les services de renseignement de mon pays démontrent qu'il n'y a aucun problème en termes d'intrusion de la Russie dans la campagne qui m'a fait élire. Et après, il a dû quand même faire machine arrière, retournant dans son pays. Donc le procès en trahison va être effectivement, Richard a raison de souligner cet aspect, c'était ce maillon faible qui peut être très faible à un moment donné dans une campagne pour sa réélection. Très faible, et jusqu'à présent, il n'y a aucune procédure de destitution qui n'a abouti, et il n'y a aucun des 3 précédents présidents qui n'ont été destitués.